Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour parler de Bayern PSG, une confrontation qui s'est terminée sur le terrain il y a quelques semaines, mais qui est revenue subitement sur le devant de la scène hier soir avec le licenciement surprise de Nagelsmann. Oui, c'était un affrontement entre deux équipes de foot, mais ce huitième de finale, c'était aussi l'occasion d'opposer deux modèles de gestion d'un club, avec d'un côté le Bayern, qui prône des finances très saines, équilibrées, un effectif construit intelligemment avec des postes doublés, la recherche d'exigence, de rigueur au quotidien, et surtout des dirigeants qui anticipent, quitte à trancher dans le vif, comme ils l'ont fait avec Nagelsmann hier soir. Et de l'autre côté, le PSG, qui représente la débandade, avec des contrats long terme à des joueurs nuls, complètement surpayés, des dirigeants qui laissent un nombre indéfini de chances à ses entraîneurs, parce que c'est peut-être difficile à entendre, mais la réalité, c'est que Emery, après la première remontada, tu lui laisses une seconde chance. Tourelle, en 2019, vu la fin de saison qu'il fait, je pense que dans 70% des grands clubs européens, il dégage. Pochettino, après ses 6 premiers mois, on perd le titre en Ligue 1, mais au-delà de ça, il veut se barrer et on le retient contre son gré. Et là, Christophe Galtier, il est toujours en poste, je ne vous fais pas de dessin. Bref, le PSG est en totale opposition avec le Bayern dans ce qu'il dégage en matière d'institution, de politique et aussi en matière de choix. Voilà, toutes les orientations qui sont prises et aussi communication. Parce que, au-delà du choix qui est fait de virer Nagelsmann pour Tourelle, on a des dirigeants bavarois qui ne se cachent pas en fait, qui prennent pas la parole pour faire de la démagogie après un Classico remporté 3-0 contre Marseille et qu'on n'entend jamais pendant le reste de la saison. Bref, revenons d'abord sur ce dossier Nagelsmann, parce que c'est un petit peu bizarre, hier aux alentours de 21h, on a vu une exclusivité Fabrizio Romano. Je commencerai par là parce que lui, d'habitude, il a tendance à reprendre des exclusivités d'autres journalistes et les reformuler à sa sauce. Là, hier, c'est vraiment lui qui a eu l'exclusivité, pas de problème. Il a annoncé le limogeage donc de Nagelsmann à l'initiative des dirigeants bavarois et quelques minutes après, on savait que Thomas Tuchel allait le remplacer. En gros, ça se tramait depuis des semaines et ils ont négocié Tuchel pour donc faire partir Nagelsmann. C'est surprenant parce que même s'ils sont deuxième de Bundesliga, tu te dis qu'il y a quand même une campagne en Ligue des Champions qui a été rudement bien menée par Nagelsmann et son staff, en phase de poule notamment. Alors contre nous, bon ok, ils nous ont pété 3-0 aller-retour, mais je pense que les dirigeants bavarois, ils n'ont pas dû être très contents, par exemple, de la première mi-temps qu'ils font au Parc des Princes. Très scolaire, limite stéréotypé. Et les voir un petit peu en danger sur la dernière demi-heure du match aller et un peu bousculés sur la première mi-temps du match retour, face au pire PSG de l'RQSI, bon, je suis pas sûr que ça ait été du goût de tout le monde en terre allemande. Bon, déjà, il est viré alors qu'il a coûté 25 millions, 8 millions de salaire avec un contrat jusqu'en 2026. Donc là, clairement, avant tout, pour les dirigeants bavarois, c'est un aveu d'échec en fait. En le virant, ils nous disent on a voulu faire sur le long terme avec lui, au final, on se rend compte qu'on s'est loupé, même si on peut louer l'anticipation de ce choix, même si je trouve que c'est un petit peu de la branlette intellectuelle, j'y reviendrai un petit peu plus tard, la réalité, c'est que c'est un désaveu économique en fait. Maintenant, nous, le PSG, on n'est personne pour donner des leçons de désaveu économique. Déjà parce qu'avec leurs finances très saines, ils peuvent se le permettre de licencier Nagelsmann avec tous les frais que ça engendre. Et nous, je rappelle que la saison passée, on a payé Pochettino, je ne sais combien, mais je pense 20 millions d'euros avec tout son staff, pour faire venir Galtier, pour qui on a versé une indemnité quand même à l'OGC Nice. Je ne sais pas si on se rend compte de la dinguerie que c'est. Bref, dans tous les cas, Nagelsmann n'était pas au courant, selon les médias, de son licenciement. Il l'a appris dans les médias alors qu'il était en vacances en Autriche au ski. Donc, déjà là, j'ai envie de dire, si c'était le PSG, on aurait parlé d'un club qui manque de respect, une institution qui respecte pas ses employés. Je rappelle que même Tourelle, quand on le vire le jour de Noël, il l'apprend avant la presse. Hein. Il le sait dans les couloirs du parc et nous, on l'apprend 3 heures après. Là, Nagelsmann qui l'apprend dans les médias, je trouve que c'est pas très classe de la part des dirigeants bavarois. C'est la première des choses. Ensuite,
Tourelle qui arrive pour le remplacer. Je pense qu'en fait, faut pas voir le licenciement de Nagelsmann de manière brute comme ça. Ah, Nagelsmann licencié. Parce que, en fait, j'ai l'impression que c'est plus pour Tourelle qu'ils le font plutôt que pour faire partir Nagelsmann. Voilà. Parce que, bien évidemment, Tourelle était pisté par d'autres clubs cet été et ils ont voulu anticiper. C'est très difficile parce que sportivement, ok, Nagelsmann était dans les clous, il est sorti du groupe de la mort en Ligue des Champions, il nous a collé 3-0. En Bundesliga, c'est quand même une équipe qui tourne plutôt pas mal, même s'ils ont laissé un nombre anormal de points et ils sont aujourd'hui deuxième derrière le Borussia. Pas de problème, hein, c'est pas extraordinaire, mais c'est pas non plus nul le bilan de Nagelsmann au Bayern. Donc on peut se demander pourquoi sportivement il décide de faire venir Tourelle. Alors il se dit qu'il voudrait un 4-2-3-1 les dirigeants. Le problème c'est que Tourelle, je suis pas sûr qu'il va s'axer sur ce système. Hein. Ils aimaient pas le système à 3 de Nagelsmann qu'il a notamment mis contre nous. Voilà. Écoutez, Thomas Tuchel, je le vois pas se renier pour faire plaisir à ses dirigeants. Je pense plutôt que Nagelsmann dérangeait en interne, hein, bien évidemment. On sait tous que c'est un coach qui est très arrogant. En conférence de presse, il l'a même été contre nous là sur le 8e de finale. C'est un coach qui est très branlette intellectuelle et je pense que c'est difficile pour lui de se faire apprécier de ses cadres. Je crois que, en fait, je mise sur, d'un côté, l'opportunité Tourelle qu'il ne voulait pas laisser passer et de l'autre côté, un Nagelsmann qui s'est un peu grillé face à ses cadres. Par exemple, Manuel Neuer, on sait qu'il y a l'histoire de l'entraîneur des gardiens. On peut aussi penser à Thomas Müller qui était sur le banc au match aller contre nous. Et un entraîneur qui, je pense, dans les grands clubs, aura peut-être du mal, parce que sa carrière va continuer et je pense qu'il va reprendre un gros club, je ne fais pas de soucis pour lui, va avoir du mal quand même avec les gros égos, de par son tempérament. Donc pour moi, c'est opportunité Tourelle et le fait que dans le vestiaire, il avait peut-être pas ses cadres. Auquel cas, c'est la République des joueurs en fait. Pour le PSG, on aurait dit ça. Mais là, pour le Bayern, c'est la grande institution qui tranche dans le vif, qui fait des super choix. Ça me fait marrer la différence de traitement médiatique. Et de l'autre côté, est-ce que Tourelle est mieux dans cette dimension-là ? Je sais pas trop en fait, hein, parce que c'est quelqu'un qui est quand même réputé pour rentrer facilement en conflit avec sa direction, avec ses joueurs. J'ai l'impression que c'est un peu à double tranchant. Soit il a de très très grosses relations, comme avec Neymar au PSG, soit c'est des relations qui sont un petit peu froides. Alors Mbappé avait fait une story Instagram au moment de son départ, mais on sait très bien que les deux, je suis pas sûr qu'ils s'aimaient vraiment, hein, sachant que Tourelle faisait de Neymar le facteur X de son système, à la différence de Pochettino qui pour lui était Mbappé. Et Mbappé, on rappelle aussi l'histoire où il était sorti, où il s'était plaint de la sortie avec Tourelle et tout ça. Bon bref, je pense pas que Tourelle soit vraiment un remplaçant qui change quelque chose dans cette dimension-là. Peut-être sur les 6 prochains mois, mais sur la durée, je lui donne pas plus d'1 an pour s'engueuler avec au minimum ses cadres, au maximum sa direction. Bref, et puis surtout, Tourelle le dit en conférence de presse. On l'a vu au PSG, quand il a les choses à dire, c'est louable, bien évidemment, de mener ses combats publiquement pour le bien du club. Mais voilà, pour une direction, ça plaît pas. Et un entraîneur, c'est toujours un fusible très très facile. Bon bref, donc voilà, moi je pense que c'est plutôt pour sécuriser Tourelle qui avait le Real dessus. Et parce que les cadres, ils les avaient pas. Maintenant, je pense qu'ils vont aller chercher la Bundesliga. En Ligue des Champions, moi, Nagelsmann ou Tourelle, je vois le Bayern perdre contre City. Si City a son effectif au complet, donc pas de blessés, Haaland titulaire et Guardiola qui fait pas de dinguerie. Voilà. Parce que pour moi, City va avoir le réalisme que le Bayern ne montre pas vraiment cette saison. Voilà. Dans le dernier tiers du terrain. Bon bref, ça c'est que mon avis, on a vraiment vraiment hâte d'être face à cette confrontation absolument alléchante. Et nous, de notre côté, on a toujours Christophe Galtier. Évidemment, on prend une leçon d'anticipation et de gestion de la part des dirigeants bavarois qui, là, ont clairement tranché dans le vif, qui prennent des risques, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est difficile de juger ce choix, en fait. On en reparlera dans 3 mois, parce que là, le seul truc qu'on peut louer chez les dirigeants du Bayern, c'est la prise de risque, en fait.
se mettre face à leurs responsabilités. Ils se cachent pas comme Nasser là, qui prend des mois à virer Galtier, on ne sait pas trop pourquoi. Et ils prennent le risque de mettre Tourelle dans ce club, alors que tu es quand même deuxième de Bundesliga et tu as un tableau en Ligue des Champions qui est plus que relevé. Donc voilà, je trouve quand même que la prise de risque est assez osée. J'aime beaucoup ça. Je rêve en fait d'un PSG qui prend ce genre de risque parce que surtout, bah, en fait, c'est quelque chose qui est en phase avec une politique sportive d'un grand club. Le Real, quand ils se sont trompés sur les entraîneurs, ils n'ont pas hésité à les virer au bout de quelques mois. Nous, avec Galtier, bon, on avait des signes avant-coureurs dès le mois de novembre. À la mi-janvier, on pouvait déjà prédire l'échec cuisant contre le Bayern qui n'a pas manqué. Et au final, il est toujours là, avec 7 défaites au compteur en 2023. Moi, personnellement, je me suis prononcé pour garder Galtier jusqu'à la fin de la saison. Après le match retour contre le Bayern, c'est ce que j'ai dit. Et c'est toujours ma position. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, je ne cesserai de le répéter, dans ce club, ce n'est pas une question d'homme. Oui, en virant Galtier pour prendre un coach de classe mondiale, je pense qu'il y a un gap qualitatif à aller chercher, mais ce n'est pas la solution à tous nos problèmes. Et aujourd'hui, avant de penser à l'entraîneur, je pense qu'il faut plutôt réaliser une grosse purge dans l'effectif, faire le mercato, voir quel budget on a pour reconstruire, plutôt que de foutre un Mourinho avec l'entraîneur actuel, avec l'effectif actuel. Ce qui changerait grosso modo pas grand-chose, voilà, par rapport à notre situation aujourd'hui. Et puis surtout, fin de saison, plus de Ligue des Champions, des joueurs en roue libre. Je ne comprends pas trop le sens de mettre un entraîneur là-dedans, dans ce foutoir. Y a des gens qui disent oui, il faut travailler les automatismes. J'ai envie de dire, tu nommes un entraîneur mi-juin, les automatismes, il les bosse sur la préparation, il les bosse sur toute la phase de poule de Ligue des Champions qui, en général, comme on est chapeau 1, n'est pas très relevé. Cette saison, on a quand même réussi à finir dernier d'une poule quand même assez facile avec que le Benfica comme obstacle, pire Juve de tous les temps, et Maccabi Haïfa contre qui on se fait malaxer sur 60 minutes à l'aller. Donc bon bref, dans tous les cas, voilà. Pour moi, le nouvel entraîneur aura le temps en juin. Et en fait, c'est surtout que Galtier, moi je l'aurais viré en fait avant le match retour contre le Bayern. Ça sert à rien de le virer quand il n'y a plus d'objectifs dans la saison. Là, si tu veux te conformer à la politique du Bayern, faire ce que le Bayern a fait avec Nagelsmann au PSG avec Galtier, ça aurait été de le virer dans l'entre-deux matchs du Bayern, ou alors après l'élimination contre l'OM en Coupe de France, qui était déjà quand même une sacrée dinguerie quand on y repense, surtout son approche tactique du match. Voilà. Avec les quelques défaites et le contenu pitoyable des matchs qui ont précédé cette élimination. Donc pour moi, Galtier, je l'aurais viré soit après le match contre Marseille, soit après le match aller contre le Bayern. Parce que, évidemment, tu perds que 1-0. L'approche, au vu de l'effectif, était plutôt bonne. Selon moi, je l'ai défendu. Mais ça n'en reste pas moins que pour faire l'exploit au retour, il fallait un électrochoc, une nouvelle dynamique, un petit peu de fraîcheur dans ce vestiaire. Et c'est à ce moment-là que, du coup, j'aurais dégagé Christophe Galtier. Bon, maintenant, j'ai aussi été pris à mon propre jeu. D'un côté, je veux garder Galtier jusqu'en juin. De l'autre, ça me fait chier de voir Thomas Tuchel pris par le Bayern, du coup, et qui nous enlève une option sur le marché des entraîneurs très ouvert cette année. Parce que de l'autre côté, moi, je pensais que, voilà, le marché n'allait pas bouger d'ici à la fin de saison. Ancelotti, ils allaient lui laisser au moins la campagne de Ligue des Champions avant de prendre une décision. Jürgen Klopp à Liverpool, bon, fin de saison pareil. Au Bayern, Nagelsmann, je ne pensais pas au licenciement. Donc voilà, je m'attendais à ce que ça change en fin de saison, mais pas en milieu de saison. Pour moi, le seul qui allait être disponible, c'est Antonio Conte qui, depuis des semaines, fait tout pour se faire dégager de Tottenham. Et je pense que ça va le faire dans les prochains jours. Et que d'ailleurs, Nagelsmann va prendre sa place. Bref. Et puis surtout, moi je me dis, on sait très bien que quand notre entraîneur saute, son remplaçant est connu depuis des mois à Doha. Tourelle, tu le vires en décembre 2020, alors que Pochettino, il passait les entretiens à Doha dès le mois d'octobre en fait. Donc bon, j'avais un petit peu confiance en Doha, parce que s'il y a bien un point sur lequel j'ai confiance en eux, c'est sur les choix d'entraîneurs. Je rappelle qu'à chaque fois qu'ils ont choisi des entraîneurs, c'était plutôt des bons choix, enfin du moins meilleurs que Galtier, fait par Luis Campos bien évidemment. On peut penser à Tourelle en 2019, qu'ils imposent devant Antonio Conte, qui était le choix privilégié par la direction basée à Paris. Donc voilà.
Bon, j'ai été pris à mon propre jeu parce que du coup aujourd'hui on a une option en moins parce qu'on le pistait. La réalité c'est qu'on le voulait parce qu'il a gardé de bons contacts avec certaines personnes au sein de l'organigramme et Nasser le premier. Mais il y a quand même encore du monde sur le marché. Déjà Luis Enrique, évidemment, on l'a vu à la Coupe du Monde, son jeu de possession a été assez stérile, peut faire qu'il ait des détracteurs, je les comprends. Maintenant, de l'autre côté, si Messi prolonge, Neymar restera, il peut peut-être les mettre au diapason. Moi, c'est un entraîneur qui me séduit, Luis Enrique. C'est pas mon option numéro 1, mais voilà, j'apprécie plutôt pas mal. Bon, du coup, Nagelsmann est libre. Moi, alors, c'est quelqu'un qui est très clivant, comme je l'ai dit, parce qu'il est arrogant. Soit tu l'aimes, soit tu l'aimes pas. Il n'y a pas vraiment d'entre-deux avec ce genre de personnage. C'est un peu comme Zlatan. Moi, personnellement, je suis partie des gens qui l'apprécient pas trop. Je trouve que voilà, il y a trop de branlettes intellectuelles avec lui. Il se prend pour je ne sais qui, même s'il aura une très grande carrière et que c'est un très grand entraîneur, selon moi. Maintenant, le personnage, je l'aime pas. L'entraîneur est très bon, mais voilà, j'aime pas trop le personnage. Antonio Conte, bon, comme j'ai dit, il devrait sauter. L'année dernière, on rappelle qu'il s'était placé du côté du PSG par l'intermédiaire de Dominique Sévérac dans le Parisien qui nous disait que Antonio voulait absolument venir. Déjà en 2019, comme je l'ai dit, c'était la priorité de la direction parisienne en concurrence donc avec Thomas Tuchel. Mais là, bon, à Tottenham, il s'est un petit peu perdu comme tous les entraîneurs qui y passent. Il n'a pas réussi à gagner. Mais j'ai quand même l'impression que l'Italie lui manque en fait. L'été dernier, j'étais derrière lui. C'est un entraîneur que j'aime beaucoup, Antonio Conte, malgré ses échecs en Ligue des Champions. Mais là, aujourd'hui, de ce que j'ai cru comprendre, sa vie en Italie lui manque. Et s'il part de Tottenham, ce serait pour éventuellement repartir là-bas en fait. Voilà, pour retrouver le cocon familial. Je crois aussi qu'il a eu des soucis de santé dernièrement. Donc bon, bref, là, c'est une situation personnelle. Hein. C'est un peu de la télé-réalité ce que je fais. Mais bon, c'est ce qui se dit dans les médias ces derniers temps. Par exemple, on pourrait l'imaginer reprendre l'AS Roma et José Mourinho venir ici, puisque j'en viens au Mou, qui est associé au PSG, parce qu'évidemment, c'est l'assurance vie de Luis Campos. Si Luis Campos veut rester en poste, il faut qu'il se trouve un entraîneur qui sera d'accord avec lui. Qui d'autre que José Mourinho? Pas grand monde. Pas grand monde. Zidane, qui est le rêve de Doha, bon, moi je pense qu'il va continuer à nous mettre des vent cette année, Zizou. Mais voilà, José Mourinho a tout intérêt à venir au PSG. Je pense que de l'autre côté, en fait, on peut se dire aujourd'hui, avec l'état de notre club et du projet, quel grand coach voudrait venir dans ce pétrin qu'est le PSG? Pas grand monde en réalité. Aujourd'hui, t'es Jürgen Klopp, t'es Ancelotti, tu sors de Liverpool, Real Madrid. Mais qu'est-ce que tu veux venir te faire chier au PSG? C'est ça la réalité. Et du coup, pour José Mourinho, ça fait quand même longtemps qu'il n'a pas entraîné un top club gratin européen. Voir le PSG se présenter, je pense que lui, par exemple, c'est quelqu'un qui accepterait ce genre d'opportunité. Voilà. Après, il y a Ancelotti au Real. Hein, si ça ne gagne pas de trophée majeur, je ne vois pas comment il pourrait rester en fin de saison. Il est annoncé à la Seleção du Brésil. Moi, je dirais, en vrai, j'aimerais beaucoup Ancelotti s'il part du Real Madrid, là, terminer l'histoire qui s'est... Parce qu'en fait, les gens diront il faut jamais se remettre avec son ex, les remariages ça marche pas. Mais là, le divorce avec Ancelotti au début de l'RQSI était tellement prématuré que je me dis ça peut que être mieux en fait s'il revient. Et c'est tellement un modèle de pragmatisme. Moi, c'est un entraîneur que j'admire. Par exemple, au-delà de l'entraîneur, j'aime beaucoup le personnage, Ancelotti. C'est des affinités personnelles, mais voilà, s'il part du Real, ce sera ma priorité numéro 1. Moi, Ancelotti, Antonio Conte, Luis Enrique, c'est grosso modo les trois qui me plaisent plutôt bien. Thiago Motta. Alors Thiago Motta, c'est la priorité de Nasser, ça tout le monde le sait. Maintenant, je ne sais pas si pour tout de suite c'est une bonne idée. Parce que c'est un jeune entraîneur sur lequel tu peux faire un projet Arteta à Arsenal par exemple. Mais vu l'effectif actuel et l'état dans lequel il est, je me dis autant attendre d'avoir des finances un petit peu plus saines dans 2-3 ans, un effectif qui serait un petit peu plus équilibré, mieux construit, le fruit de bons choix, enfin, je suis très optimiste pour mon club, pour nommer Thiago Motta en fait. Voilà. Parce que là, je me dis aujourd'hui, c'est pareil, vu l'état de l'effectif, ça sert à rien de bander sur des projets
extra-sportif de coach très clivant ou alors de coach masturbation intellectuelle qui veulent faire des gros schémas qui sont rodés de A à Z. C'est pour ça que je suis plus pour le pragmatisme d'un Ancelotti. Voilà. Après, Luis Enrique, vous me direz, c'est une de mes préférences. Et c'est quelqu'un qui a un jeu assez téléguidé. Voilà. Ce qui me contredit un petit peu. Mais c'est aussi mes affinités, personnelles. Bref, bon allez, bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, le PSG a pris une leçon d'anticipation du Bayern qui montre qu'un grand club est capable de trancher dans le vif pendant que nous, eh ben, on laisse trop de chance à nos entraîneurs. Et ça, je le répète encore une fois parce que les gens ont du mal à le comprendre. Le Bayern a changé d'entraîneur 6 fois, je crois, sur les 5-7 dernières années, un truc comme ça. Le Real, pareil, ça change d'entraîneur très régulièrement. Et aujourd'hui, donner des contrats long terme aux entraîneurs, c'est des conneries sans nom. Le Bayern en fait les frais aujourd'hui avec Nagelsmann, qui est lié jusqu'en 2026 là-bas. Donc les frais de licenciement, je te dis pas à combien ils doivent être élevés. J'espère pour eux qu'il va retrouver un club et que du coup, ils n'auront pas à payer les différences de salaire. Bref, bonne soirée à tous. On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Parler un petit peu mercato peut-être, parce que là, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé du milieu de terrain au PSG. Allez, ciao les amis, prenez soin de vous avant tout et on se retrouve très vite.